Bonsoir, chers tous. Bonsoir à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Je sais que vous serez très nombreux à nous suivre en ce net moment, dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Je viens une fois de plus pour que nous essayions d'échanger sur l'intention, ou sinon la vision indécrottable de changer la Constitution. Et pour ce, nous voulons nous poser trois questions essentielles. Pourquoi, pour qui et comment? Pourquoi, pour qui et comment? Ce sont les trois questions que nous allons essayer de poser avec vous et éventuellement permettre à ceux qui ont l'intention de nous amener dans ces débats sur le changement de la Constitution, s'ils seront à mesure, ce sera une bonne chose. Parce que, comme vous le savez, notre société est très sensible. Notre société est encore vulnérable. C'est vrai qu'au départ, lorsqu'on créait l'État, le souci ou l'idéal serait d'avoir un État-nation. Et l'État-nation tarde encore à venir. Il y a encore de fibres tribales, ethniques et ainsi de suite. Et donc, nous devons arriver, n'est-ce pas, à consolider davantage les acquis de la démocratie, à faire en sorte que nous arrivions effectivement à permettre à l'État d'être de plus en plus fort et faire en sorte que nous arrivions effectivement à briser les limites et à construire ce que nous avons dit l'État-nation. Nous parlons là de la Constitution et nous savons comment cette Constitution a vu le jour. Nous savons comment nous sommes arrivés à la voir. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est suite à des réflexions, à des travaux, à des combats que nous sommes arrivés effectivement à basculer de la Deuxième République à la Troisième République. Je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que je suppose que l'essentiel d'entre vous ont déjà ces informations. Et d'ailleurs, la dernière émission, la dernière vidéo que nous avons eu à faire, nous sommes attardés essentiellement sur ça. Et c'est ce que nous faisons généralement. Mais pour aujourd'hui, nous voulons justement essayer de développer ces trois questionnements qui constituent l'essentiel de la démarche logique de nos amis si réellement ils veulent convaincre l'opinion à soutenir leur thèse. Parce que il y a du désordre, il y a du mélu-mélo, il y a de coq-à-l'âne, il y a des tohu-bohu qui sont développés par rapport à cette question, mais jusque-là, nous ne sentons pas la pertinence dans leur démarche. Et pourtant, ils peuvent aussi avoir raison. Parce que nous ne devons pas donner l'impression comme si nous avons le monopole de la connaissance. Ils peuvent aussi avoir raison, mais cependant, ils doivent arriver à convaincre et non à vaincre. Et pour convaincre, qu'il faille répondre à certaines questions. Pourquoi voulons-nous en réalité changer la Constitution aujourd'hui? Quels sont les effets marquants ou les événements politiques majeurs ou sinon les événements socio-économiques majeurs qui peuvent justifier l'intention de changer la Constitution? À cette question, c'est justement pour justifier, voyez-vous, ces fameux changements. Parce que il vous souviendra que ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir ont eu à empêcher à un autre président d'avoir l'initiative de changer la Constitution. Ils ont eu à développer certaines théories justement pour justifier la non-révision de la Constitution ou le non-changement de la Constitution. Et je crois que si vous suivez leurs interventions de l'époque, vous allez vous rendre compte qu'ils avaient aussi raison. Parce que quand ils donnaient des raisons qui justifiaient ou qui militaient en faveur du non-changement de la Constitution ou de la non-révision de la Constitution, eh bien, l'essentiel des Congolais ont eu à accepter leur thèse. Mais la grande question, pourquoi ont-ils changé les discours?
Pourquoi veulent-ils, mordicus, à changer cette constitution aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas hier? Quelles sont les raisons fondamentales qui peuvent justifier ces changements de la constitution? Pourquoi veulent-ils changer la constitution? Je ne voudrais pas m'attarder plus sur ce qui s'est dit, voyez-vous, parce que certains pensent que on doit changer la constitution justement pour donner un troisième mandat à M. Félix Tshisekedi, parce qu'il pense que il n'y a pas d'homme providentiel. On ne peut pas donner l'impression comme si M. Félix Tshisekedi aurait une formule magique pour solutionner le problème congolais. Et pourtant, nous savons tous que ces messieurs a beaucoup d'insuffisances, beaucoup de faiblesses, et donc naturellement, on ne peut pas compter là-dessus. Pourquoi voulez-vous changer la Constitution? Certaines personnes considèrent que cette Constitution a beaucoup de failles, beaucoup de faiblesses, qu'elle aurait été conçue justement pour faciliter ou pour permettre à M. Kabila, n'est-ce pas, de se maintenir au pouvoir. Cela a permis à M. Kabila d'imposer sa volonté. La Constitution aurait été taillée sur mesure. Mais aujourd'hui, on doit savoir que M. Kabila n'est plus en fonction. Ça, ce sont des évidences. Il n'est plus en fonction. Et donc, si ces avantages étaient liés à la fonction et que M. Kabila aujourd'hui n'est plus président de la République, eh bien, toute autre chose restant inchangée, c'est lui qui est là devait en réalité en bénéficier. D'autres pensent que le président de la République ayant été élu au suffrage universel direct, ayant bénéficié du suffrage de la population, eh bien, il lui revenait à lui de décider en dernier ressort et non au Premier ministre qui, du reste, est l'émanation du Parlement et qui serait nommé par lui. Je crois qu'à cette question, nos amis doivent prendre le temps de bien réfléchir. Parce que nous avons des éventualités. L'éventualité où le président de la République n'a pas de majorité et l'éventualité où le président de la République a la majorité. Si le président de la République n'a pas de majorité, après avoir nommé l'informateur, il a la latitude de constater s'il y a la majorité ou sinon de constituer cette majorité. Au cas où il ne serait pas en mesure de constituer la majorité, en ce moment-là, on serait dans une situation de cohabitation. Bien que jusque-là, nous ne l'avons jamais connu, mais ce qui est vrai, l'essentiel des présidents ont la majorité parlementaire. Si j'ai dit que nous n'avons jamais connu la cohabitation, justement parce que le FCC-CACH a été constitué avant la nomination de l'informateur. C'est-à-dire que c'était une coalition de circonstances, probablement peut-être parce qu'ils avaient l'information selon laquelle il n'y avait pas de majorité, certainement, et ils ont préféré cohabiter. Mais en réalité, si la procédure était telle que le voulait la Constitution, c'est l'informateur qui devait constater la présence ou l'existence d'une majorité ou pas. Mais fort malheureusement, eux, ils ont précédé, ils ont créé leur plateforme avant que l'informateur ne soit désigné, et cet informateur n'a eu qu'à confirmer ce qui a déjà été connu bien avant. La deuxième hypothèse, c'est celle d'une majorité qui se constitue par coalition. Parce que ce qui est vrai, au regard de la configuration de notre société, au regard des exigences du système électoral qui est le nôtre aujourd'hui, eh ben, il nous est difficile d'avoir un parti politique qui arriverait à rafler 50% des sièges. En tout cas, c'est très difficile compte tenu de la qualité ou de taille de nos partis politiques, mais aussi de nombre de circonscriptions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas vraiment probable d'avoir un parti politique qui arrive à se constituer à lui seul la majorité parlementaire. Ce qui sous-entend qu'il y aura toujours de coalitions.
de coalition de circonstances ou de coalition de gouvernance. C'est-à-dire, aujourd'hui, le cas d'espèce, aujourd'hui, la majorité parlementaire a été constituée avant le processus électoral. Il y a eu la création de l'Union sacrée. Elle est allée aux élections en tant qu'Union sacrée, bien que ce sont les partis qui se sont présentés au niveau de la CNI, mais du moins, ils avaient constitué leur majorité. Et Félix, c'est que depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, il n'a eu que de majorité. Donc, de ce fait, il garde le contrôle de la majorité et par voie de fait, il a la maîtrise de la personne du Premier ministre. Parce que le Premier ministre, le tout Premier ministre de M. Félix Tshisekedi, c'était M. Ilunga Kamba. Nous comprenons qu'ils étaient dans un cadre de coalition et cette coalition avait deux têtes. Mais après, il s'est constitué lui-même la majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire qui était acquise à sa cause, qui parlait plus de lui, ne pouvait que l'aider à bien travailler. Et c'est grâce à cette majorité qui s'est constituée, même par de voies scabreuses, mais cela lui a permis d'avoir cette majorité. Ce qui a fait que la majorité l'a accompagné. Et donc, nous devrons comprendre que M. Félix Tshisekedi avait une majorité parlementaire. Après, il y a eu les élections en 2023, les élections bien que chaotiques. Ils prétendent avoir été élus grâce à cette majorité. Ils prétendent avoir réussi à imprimer sa marque grâce à cette majorité. Et donc, nous devons comprendre que cette majorité existe bel et bien. Alors, comme la majorité existe, c'est-à-dire que la question de la majorité ne peut pas se poser. La question de la majorité ne peut pas se poser, d'autant plus que ceux qui sont au pouvoir, en tout cas tous sans exception, je dirais même, il est allé au-delà. Parce qu'ils ont pratiquement 80% de sièges au Parlement, plus de 80% des sièges au Parlement. Il a une majorité écrasante. Donc la raison de la majorité ne peut pas se poser, d'autant plus que cette majorité existe bel et bien. Alors, quelle est autre raison qui peut pousser? Ils disent non, voilà, à chaque fois quand la population voit M. Félix Tshisekedi, cette population s'adresse à lui. Bien évidemment, même si nous sommes dans un régime présidentiel, même si nous sommes dans un régime nous sommes dans un régime parlementaire, mais dans tous les cas, le président de la République a un rôle, bien évidemment, parce qu'il est élu au suffrage universel direct. C'est lui qui est porteur de la vision. Mais le fait seulement qu'il n'a pas la majorité, il va gérer avec le gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne, même si le gouvernement n'est pas issu de sa famille, mais du moins on doit reconnaître qu'il a un mot à dire. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Et j'ai suivi quelqu'un dire, non, voilà, comment le président qui n'est pas membre du gouvernement, comment pouvait-il présider le Conseil des ministres? Le Conseil des ministres n'est pas à confondre avec l'action de l'instance créée, l'instance d'harmonisation et des décisions du pouvoir exécutif. On ne doit pas confondre le Conseil des ministres et le Conseil du gouvernement. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai que M. Félix Tshisekedi n'est pas membre du gouvernement. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais M. Félix Tshisekedi est membre du pouvoir exécutif. Et c'est lui qui est le président du Conseil des ministres. Et le Conseil des ministres, là, c'est quoi en fait? Comme nous l'avons dit, le Conseil des ministres, c'est le cadre d'harmonisation et des décisions, le cadre de concertation, le cadre d'harmonisation et des décisions du pouvoir exécutif. Ce n'est pas à confondre avec le conseil du gouvernement. Il ne s'agit pas là du conseil du gouvernement, mais plutôt le conseil des ministres. C'est là où on donne des orientations aux ministres. C'est là où on prend des décisions. De la même manière, nous avons le Congrès. Le Congrès, c'est les cadres d'harmonisation et des décisions du Parlement. C'est comme
le Conseil supérieur de la magistrature. Voyez-vous? C'est-à-dire ce sont des instances créées justement pour permettre aux institutions d'avoir un cadre d'harmonisation, de prendre des décisions et d'harmoniser leurs points de vue. Le gouvernement, le Conseil des ministres, c'est effectivement une institution, c'est une instance décisionnelle du pouvoir exécutif. Alors, toutes les décisions se prennent là. C'est vrai que chaque ministre a le pouvoir de décider sur certaines questions par rapport à son département, mais toutes ces décisions sont coordonnées par le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Mais toutes les décisions qui sont imposables ne peuvent passer que par le Conseil des ministres. Ce qui veut dire que le Conseil des ministres est une instance d'harmonisation et de décision du pouvoir exécutif. Donc, à ne pas confondre avec le Conseil du gouvernement, c'est le Conseil des ministres. Et donc, je crois que cette raison-là n'est pas fondée. On nous dit, non, voilà, le président de la République qui est élu devait avoir plus de temps. C'est-à-dire, quand il est élu, naturellement, il n'aura pas assez de temps de se préparer parce que la première année est une année électorale et la dernière également. Il n'aura qu'à gérer pendant 3 ans. Je crois que cette thèse, il n'y a pas d'innovation dans ça. Parce que nous devons savoir qu'il y a des gens qui ont eu à en parler, mais ils ont été confrontés par certains faits. Parce que déjà, quand le président de la République est élu au suffrage universel direct, il entre en fonction 2 jours après la promulgation ou la publication par la Cour constitutionnelle. Il doit prêter serment. En prêtant serment, il entre déjà en fonction. En entrant en fonction, il a un gouvernement qu'il trouve. Et le gouvernement qu'il trouve a un programme. Et lui, s'il veut appliquer un certain programme, il suffit seulement, n'est-ce pas, de demander au gouvernement de réajuster certaines choses, ou sinon d'appliquer ces programmes et éventuellement attendre à ce qu'il y ait l'avènement du gouvernement de sa législature. Mais le président qui arrive, il ne va pas commencer à créer l'État. L'État existe déjà. Les solutions ou les démarches sont déjà au niveau de l'administration. Il peut poser des actes avec le gouvernement en attendant que l'autre gouvernement n'arrive. Le gouvernement qui est là peut aussi l'accompagner. Et d'ailleurs, la durée de l'avènement d'un autre gouvernement, ça ne dépend pas que de la Constitution. Ça dépend aussi de la volonté des acteurs. Parce que généralement, pour qu'un Parlement ne soit investi, pour qu'un Parlement arrive à avoir le bureau définitif, il y a 3 missions que l'on confie au Parlement qui s'installe. La première des missions, c'est de valider le mandat des députés. L'une des missions, c'est de veiller sur l'adaptation ou sinon l'adoption du règlement intérieur. Il y a aussi l'élection de bureau définitif. C'est-à-dire qu'au regard de ces missions, qui sont d'ailleurs au nombre de 4, vous allez vous rendre compte que si il y a de la rigueur, ça peut se faire en moins d'1 mois. Et cela permettra, pendant que le membre du gouvernement et le membre du Parlement s'organisent dans le règlement intérieur et ainsi de suite, déjà, on pourrait déjà nommer l'informateur. Et si l'informateur est désigné, eh bien, cet informateur pourra éventuellement voir s'il y a une majorité. Et le président de la République, profitant de la situation, peut éventuellement nommer un Premier ministre. Et le Premier ministre sera investi quelques jours après parce qu'il y aura juste harmonisation de programme de gouvernance. Surtout si le Premier ministre ne sortira pas de la famille politique du président de la République. Mais dans le cas de Félix Tshisekedi, le Premier ministre était de sa famille politique.
Alors, le problème s'est posé à quel niveau? M. Mbosso a pris beaucoup de temps. Au lieu de faire sortir le gouvernement, il a tiré des choses en longueur et personne n'avait la volonté de le lui empêcher. Ce n'est pas la raison de la Constitution. Parce que pour amender certaines dispositions du règlement intérieur, ça ne peut pas demander au Parlement de prendre plusieurs mois ou plusieurs semaines. Parce que généralement, les amendements qui sont faits ne sont pas si profonds que ça. Généralement, ils touchent à 2 ou 3 articles et ça ne dépasse même pas 20 articles au total. 20 articles, il y a éventualité, il y a possibilité, n'est-ce pas, d'avoir les règlements intérieurs et de mettre en place les mécanismes pour la désignation de membres du bureau. Donc, cette raison-là, c'est une raison fallacieuse. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va changer la Constitution parce qu'il y a eu question de saut d'humeur. Certaines personnes pensent qu'on doit adapter la Constitution par rapport à la conjoncture. Bon Dieu. Mais qu'est-ce que vous entendez par la réalité actuelle? On ne peut pas bâtir une république avec une constitution qui est changée à chaque fois qu'il y a des événements. Il faudrait qu'il y ait des questions majeures. C'est-à-dire, vous constatez avec moi que jusque-là, il n'y a pas de raisons fondamentales. Ceux qui ont le courage de dire qu'ils doivent changer la Constitution pour permettre à M. Félix Tshisekedi de se maintenir au pouvoir parce qu'il serait un homme providentiel, ils ont quand même le courage de le dire. C'est ça, en fait, la vraie intention. Parce que toutes les autres raisons ne sont que fallacieuses et personne ne peut croire à ces raisons-là. Parce que justement, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de prénable dans tout ce qui s'est dit. Il y a un autre élément. On nous parle de certaines dispositions. On revient avec la fameuse compréhension de l'article 4 de la Constitution. L'article 10 de la Constitution. L'article 51 de la Constitution. Et le fameux article 217 de la Constitution. Je crois que les Congolais doivent apprendre à être sérieux. Parce que apparemment, les gens ne veulent pas faire des analyses profondes, entrer en profondeur, arriver à donner à la République l'opportunité de se mouvoir, l'opportunité de se développer. Parce qu'en suivant leurs argumentaires, on se rend compte que ces gens n'ont aucune maîtrise de la question de la gouvernance. Ils n'ont la maîtrise de rien. Parce que si vous lisez ces dispositions-là, je commence d'abord par les dispositions de l'article 4. On va lire selon cet ordre-là. L'article 4. L'article 4 dit ceci. De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Mais cette disposition a toujours existé. Et cette disposition existe certainement dans toutes les constitutions. Dans tous les textes qui touchent au territorial, à la territoriale, en tout cas, ces dispositions-là doivent exister. Je vous donne juste un cas. À l'avènement du roi des Belges, au départ, il y avait combien d'entités? Nous sommes arrivés à en avoir 6, 7. Nous sommes allés même à 9, 11 à l'époque de Mobutu. Cela a été fait sur base de quoi? Sur base de ces principes. C'est-à-dire
dans ces secteurs, dans ces domaines territoriaux, on peut ériger certaines nouvelles entités. Si par exemple, on peut diviser la commune de Mongafula en plusieurs entités autonomes. C'est ce que disent ces dispositions. On peut aussi fusionner certaines provinces, comme aussi on peut les scinder. Les démembrements doivent être organisés dans un pays. C'est normal. C'est normal que l'on arrive à créer certaines nouvelles villes. C'est normal. Et ça fait partie de nos missions. En tant que descendants de pères d'indépendance, nous avons la mission de construire, de créer l'État, de créer de nouvelles villes, de muer des villages en villes. On peut transformer un territoire, on peut créer des villes au sein des territoires. Nous avons tous cette vocation. On peut créer de nouvelles villes. Une entité inférieure qui s'est développée peut être érigée en entité supérieure. Comme aussi, on peut se décider de fusionner certaines entités, que ce soit des entités territoriales décentralisées ou déconcentrées, que ce soit des entités régionalisées. C'est possible de fusionner certaines provinces pour une raison ou pour une autre. Parce que déjà, l'essentiel de Congolais avait réagi lorsqu'on avait démembré certaines provinces pour quitter de 11 à 26. Mais dans ces dispositions, il est clairement dit que l'on peut aussi les fusionner. Si on avait démembré, il y a possibilité de regrouper. En quoi c'est un problème? C'est juste parce que les gens ne veulent pas se documenter. Il y a dans le loi de la République un groupement qui s'est développé, peut aussi être mué en secteur. C'est possible. On peut créer de communes rurales ou de nouvelles communes. Mais il y a des critères. Ça relève de la gestion de ces secteurs. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, on ne peut pas en faire un problème pour dire que voilà, ça donnerait la possibilité à certaines personnes d'en profiter. Ça, c'est un raisonnement, une considération qui ne tient pas. Parce que le Grand Kivu a été démembré en 3, et je crois que ceux qui l'avaient fait n'avaient pas l'intention de donner la possibilité au Rwanda d'en profiter. À l'époque, d'ailleurs, le Rwanda n'était pas puissant. À l'époque, c'était juste question, de faciliter la gestion. Aujourd'hui, les Congolais peuvent aussi se décider de fusionner. Ce n'est pas une raison en soi. D'autre part de l'article 10, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Ils veulent changer les dispositions de la Constitution parce qu'ils pensent que dans cette Constitution, on a, bon, c'est ce que nous pensons tous, on a exclu ou on a arraché, on a interdit aux Congolais d'origine qui ont changé de nationalité pour X ou Y raison de garder leur nationalité d'origine. Mais nous devons savoir que cette disposition ou cet article n'est pas verrouillé. Il y a possibilité de réviser cet article. Lorsque nous allons lire l'article 220, vous allez vous rendre compte que ce qui est interdit, c'est de réduire le droit et non d'ajouter. C'est ce qui est interdit. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle.
déjà, vous devez savoir que les dispositions de l'article 10 étaient déjà traitées par la loi de 2004 portant la question de la nationalité. Et lorsque vous allez lire cette loi-là de 2004, vous allez vous rendre compte qu'elle est plus explicite que les dispositions de cette Constitution. Donc, on ne va pas changer la Constitution parce qu'on veut changer l'article 10, qui du reste n'est pas verrouillé. Cet article, l'article 10, n'est pas verrouillé. Il y a possibilité de réviser ces dispositions sans nécessairement changer de Constitution. Il parle aussi de l'article 51. Il parle de l'article 51. Et il pense que cet article donnerait avantage à certaines catégories de gens. Article 51 dit ceci. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tout le groupe ethnique du pays. C'est-à-dire, à partir déjà de cet alinéa, vous comprenez l'esprit de l'article. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Deuxième alinéa. Il assure également la protection et la promotion de groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Je crois que ça entre dans les missions classiques de l'État. Parce que nous devons savoir que l'État congolais ou la nation congolaise est une mosaïque. Il y a plusieurs tribus, il y a plusieurs groupes ethniques. Et dans les groupes ethniques, vous devez savoir qu'il peut y avoir des conflits. Et dans ces conflits, l'État doit veiller à ce qu'il y ait coexistence pacifique. C'est-à-dire qu'on confie à l'État la mission de veiller sur la coexistence pacifique, d'assurer la promotion de la coexistence pacifique. C'est une mission que l'on confère aux institutions de la République. Il faut veiller sur la coexistence pacifique. Et le deuxième alinéa dit, il assure également la protection et la promotion de groupes vulnérables et de toutes les minorités. Ici, les minorités, le deuxième alinéa renvoie à la loi quantitative. Détrompez-vous, tous les groupes ethniques n'ont pas le même poids démographique. Tous les groupes ethniques n'ont pas le même effectif. Détrompez-vous, parce que généralement, les gens se lancent dans les débats stériles qui n'ont pas de sens en réalité. Et ils semblent faire croire à la population que tous les groupes ethniques se valent. C'est faux. C'est faux. Vous devez déjà savoir que nous avons eu une situation dans la partie ouest du Congo. Les Téké et les Yaka, avec le fameux phénomène Mobondo. Les Téké, c'est un groupe ethnique. Les Yaka également. Mais si vous regardez en termes de poids, qui sont majoritaires? C'est les Yaka. Et qui sont minoritaires? Ce sont les Téké. Et l'État a la mission de veiller sur cette minorité-là, de veiller à ce qu'il y ait cohabitation pacifique, de protéger leurs intérêts. Bien que l'État a failli, mais vous savez tous que nous tous, en tout cas l'essentiel des Congolais conscients, ont pris position par rapport à cette réalité. Personne n'a accepté à ce que l'on laisse le Yaka
continuer à tuer les Téké. Mais la raison fondamentale, c'était quoi? C'était parce que les autres étaient minoritaires et d'autres étaient majoritaires. Les Ema et les Lendu. Et il y a autant de cas comme ça. Mais dans ces dispositions, on exige à l'État de protéger, de veiller à ce qu'il y ait coexistence pacifique. Comme pouvait le dire quelqu'un de l'Union sacrée, le groupe vulnérable, c'est-à-dire le groupe qui prend les armes. C'est pas ça. Le groupe vulnérable, c'est-à-dire quand il y a une situation, il faut veiller à ce que tout le monde coexiste pacifiquement. Il faut faire en sorte que les gens vivent, que ce soit la minorité que la majorité, il faudrait qu'ils vivent pacifiquement. Ça n'a rien à voir avec le Rwandais, ainsi de suite. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi a prétendu être le tout premier président à avoir déclaré ouvertement en public que les Banyamulenge étaient des Congolais. Et il est allé même plus loin pour dire que les Tutsis Congolais sont nos frères. C'est-à-dire que dans son raisonnement et dans le raisonnement de tous ceux qui l'accompagnent, ils disent que les Banyamulenge sont des Congolais. Et généralement, quand ils parlent de la minorité, ils ont tendance à faire dire à l'article 51 que cette minorité s'agit bel et bien des Tutsis ou des Banyamulenge. Mais en même temps, il prétend être le premier à avoir déclaré ouvertement que les Banyamulenge sont des Congolais. C'est-à-dire que s'il dit que les Banyamulenge sont des Congolais, s'il prétend être le premier à l'avoir dit, alors que les constituants ont commencé à rédiger la Constitution déjà à partir de 2004-2005, et bien quand le constituant concevait l'article 51, personne n'avait encore dit que les Banyamulenge étaient des Congolais et les Tutsis congolais existaient. Donc vous comprenez que ce n'est pas ce que la Constitution dit. La Constitution dit qu'on doit protéger les minorités. Je prends mon cas, moi, Alain Bolodjoa. Vous savez tous que les Mongos sont majoritaires en termes de groupe ethnique. Les Mongos sont majoritaires. Mais dans le Mongo, il y a plusieurs tribus. L'ethnie Mongo est majoritaire, plus de 30% de la population. Mais la tribu Mongo dans les territoires d'Ingende est minoritaire. Vous savez qui sont majoritaires dans le territoire d'Ingende? Ce sont les Pygmées. Après les Pygmées, il y a nous, le Nkundo. Après nous, il y a les Ngombe. Nous sommes majoritaires en termes d'ethnie, mais en termes de tribus, nous sommes minoritaires. Dans le territoire d'Ingende, allez vérifier. Et la Constitution dit que ce soit la majorité, que ce soit la minorité, il faut veiller sur la coexistence pacifique et harmonieuse. C'est ça ce qui est dit. Donc, les gens doivent éviter de faire dire à la Constitution ce qu'elle n'a pas dit. Il y a une autre aberration qui est développée par nos amis, c'est en rapport avec les traités et accords. L'article 217, qu'ils ont tendance à évoquer à tout bout de champ. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté, d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. En tout cas, j'étais choqué, j'étais outré de voir certains professeurs d'université ne pas arriver à comprendre cela. Parce que ces dispositions ont toujours existé dans toutes les constitutions que nous avons connues dans ces pays. C'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence, notre appartenance à plusieurs organisations sous-régionales, régionales et ainsi de suite. Je vous donne juste un cas. L'État congolais avait son plan comptable général, voyez-vous, avec le Vikinzonzi. C'est-à-dire l'État congolais disposait
de l'absoluté de décision sur la gouvernance économique dans son pays. C'est sa comptabilité qui devait être imposée, c'est sa justice qui devait intervenir. Mais au regard de l'évolution de la société, l'État congolais a adhéré au système OHADA. Le système OHADA, ce n'est pas quelque chose de national. C'est une organisation au niveau africain. Et dans cette organisation, on nous a soumis le document. Il nous a été demandé de choisir parmi les options ce que nous pouvons prendre et ce que nous ne pouvons pas prendre. Et l'État congolais a accepté. Et ça exigeait à ce qu'il y ait des instruments de ratification. Et dans ces instruments de ratification, nous avons bien dit que nous voulons être membres de ce système, mais il y a des choses pour lesquelles nous n'adoptons pas chez nous. Nous avons accepté ça, mais ça, nous ne prenons pas. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que nous acceptons à ce que les normes, le texte, les lois de cette organisation s'imposent à nous. C'est-à-dire, c'est là abandon partiel. Pour faciliter les échanges, faciliter l'intégration, faciliter la comptabilité au niveau des affaires que nous menons, eh bien, nous acceptons d'être gérés sur certaines questions par le système OHADA. Donc, nous avons abandonné partiellement. Partiellement, pourquoi? Parce qu'il y a possibilité de recouvrer notre souveraineté. Il suffit seulement de dire à l'organisation, nous quittons l'organisation. Donc, naturellement, l'organisation n'aura plus le pouvoir sur nous. C'est ce qui est dit. Nous sommes membres de l'Union africaine. Nous sommes membres de COMESA. Nous sommes membres de EAC. Nous sommes membres de la SADC. Nous sommes membres de CIRGL. C'est-à-dire qu'en entrant dans ces organisations, nous cédons une partie de notre souveraineté. Et ici, on insiste sur le terme tel que association, communauté. C'est-à-dire, dans l'association, dans un accord d'association, les deux parties cèdent. Cela ne veut pas dire qu'une partie cède et l'autre reçoit. Non, les deux parties cèdent. Aujourd'hui, vous pouvez aller au Zimbabwe sans visa. Parce qu'il y a un accord qui nous lie. Aujourd'hui, vous pouvez aller au Congo-Brazza sans visa. Juste avec les laissez-passer. Parce que nous sommes en coopération. Si un Congolais de Brazzaville veut venir ici, on ne va pas lui exiger le visa. Alors qu'en Angola, il faut avoir le visa. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont droit de venir chez vous et ainsi de suite. Et dans le cadre de corridor, dans le cadre d'intégration régionale, on va permettre aux gens de traverser notre pays. Parce que nous sommes en coopération. Mais pour eux, ils disent, non, voilà, on va céder une partie de notre terre. Non, ici, il ne s'agit pas de la terre. Et céder partiellement, ça ne veut pas dire que vous cédez définitivement. On peut aussi autoriser à une puissance d'installer sa base militaire chez nous. Au Qatar, les États-Unis ont leur base. Dans cette base, ce n'est pas la loi du Qatar qui s'impose, mais c'est la loi américaine. C'est comme aussi chez nous, l'ambassade des États-Unis est chez nous, mais l'ambassade des États-Unis, c'est un monde à part. Que nous sommes en coopération, eh bien, nous reconnaissons aux Américains le droit d'exercer leur souveraineté dans ces territoires. Il est déjà arrivé dans notre pays que les services de l'État puissent poursuivre un politicien qui a trouvé refuge à l'ambassade et on leur a dit, vous n'avez pas le droit de franchir les murs. Cela veut dire que nous sommes en coopération avec vous. Ici, c'est chez nous. Vous n'avez pas le droit
d'entrer ici au risque de créer des incidents diplomatiques. Mais nos amis refusent de comprendre. Ils refusent de comprendre, mais ils savent que ce qu'ils disent, ce n'est pas ça la raison. Alors, vous comprenez que tout ce qu'ils avancent comme argumentaire ne tient pas ou ne tiennent pas. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Jusque-là, dans le pourquoi. En tout cas, je ne sais pas si vous avez été convaincu, mais moi, je ne trouve rien de substantiel. Il n'y a rien de pertinent, de percutant. Il n'y a rien. Et la seule raison plausible, c'est la volonté de donner à M. Félix Tshisekedi la possibilité de demeurer le plus longtemps possible. C'est-à-dire que la Constitution, c'est devenu un texte que l'on peut adapter au saut d'humeur d'un individu. Et donc, moi, je pense que ça ne vaut même pas la peine. Par qui? La deuxième question. La Constitution a prévu. La Constitution elle-même a prévu ce que l'on pourrait faire de la Constitution. Et je crois que c'est l'article en vogue depuis un certain temps, l'article 218. L'article 218 énonce un grand principe. Le principe de la révision. Le principe de la révision, justement parce que dans la Constitution, on a réparti, non seulement en termes de titres, de chapitres, des articles, mais aussi en termes de matière. Et certaines matières relèvent de la gestion courante. D'autres matières vont dans le sens de la superstructure, c'est-à-dire les valeurs intrinsèques, les idées forces. Il y a des principes qui sont édictés dans la Constitution. Et je crois que l'autre fois, nous avons tenté d'en parler. Nous vous avons donné ces matières-là qui constituent d'ailleurs le socle même de la Constitution. Et on va essayer de revenir là-dessus. L'article 218 permet ou énonce le principe de la révision. Mais je voudrais d'abord commencer par la fin. C'est que d'aucuns ne veulent pas lire. Le dernier alinéa dit ceci. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 de membres le composant. C'est-à-dire que dans la révision constitutionnelle, il y a certaines révisions qui exigent à ce que les matières révisées passent par référendum. Il y a d'autres révisions qui ne nécessitent pas de référendum. L'autre alinéa dit ceci. La révision n'est définitive que si le projet de proposition ou la pétition est approuvé par référendum sous convocation du président de la République. C'est-à-dire qu'il y a des matières qui nécessitent les référendums. Et les matières référendaires sont dans la Constitution. La Constitution a énuméré les matières référendaires et pour les autres, on peut procéder par la révision. Alors, que dit l'article? L'article dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, c'est-à-dire on peut avoir le président de la République, il peut être à la base de l'initiative, il y a le gouvernement après délibération en Conseil des ministres, il y a chacune des chambres du Parlement, c'est-à-dire soit l'Assemblée, soit le Sénat,
à l'initiative de la moitié de ses membres. C'est-à-dire, pour les Sénats, comme il y a 108 sénateurs, vous divisez par deux. Si ils sont d'accord, ils peuvent initier la révision, ou soit le Sénat, l'Assemblée nationale, avec plus de 251 personnes au moins, ou 250, ils peuvent initier la révision de certaines dispositions. Mais aussi, il y a 100 000 personnes qui présentent une pétition, par voie de pétition, avec la signature de 100 000 personnes. Cela sous-entend que la Constitution elle-même prévoit la révision de certaines dispositions. Et ces dispositions-là ou ces articles-là sont connus, ces matières-là sont connues. C'est-à-dire que la Constitution a prévu des matières à toucher, à ne pas toucher. Et les matières à toucher, il y a les matières à toucher. Simplement, il y a des matières à toucher qui exigent les référendums. Et ici, nous devons savoir que le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Les changements de la Constitution n'étant pas constitutionnels, on ne peut pas convoquer les référendums pour changer la Constitution. On peut convoquer les référendums que pour des matières qui sont référendaires. On ne peut pas se décider de convoquer les référendums pour poser la question à la population si elle voudra ou pas qu'il y ait changement de la Constitution. La Constitution ne l'a pas prévu. Alors, vous voyez dans cet article, on énonce les principes de la révision et on cite les personnes qui peuvent avoir l'idée ou l'initiative de réviser certaines dispositions de la Constitution. Si l'idée vient du Parlement, eh bien, c'est une proposition de loi. Proposition de loi portant révision. Si ça vient des institutions, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, c'est un projet de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Et donc, tout le monde verse sa proposition au niveau du Parlement et c'est le Parlement seul qui en a la compétence de réviser certaines dispositions de la Constitution. Nulle part vous trouverez dans la Constitution où on énonce le principe, où on dit que le Parlement est en droit de traiter sur les changements de la Constitution. Nulle part. Nulle part on reconnaît à la CNI le pouvoir d'organiser les référendums pour le changement de la Constitution. Donc, vous comprenez déjà que le débat qui nous est lancé sur le changement de la Constitution n'a pas de fondement constitutionnel. Ça n'a pas de fondement constitutionnel. La Constitution n'a jamais prévu l'éventualité d'être échangée. Parce que déjà à l'origine, le constituant avait donné l'espoir que cette constitution pouvait booster les choses, pouvait faire avancer les choses en tenant compte de réalités historico-politico-sociologiques de notre pays et en faisant une projection de l'avenir. Le constituant savait que dans la classe politique, quand même qu'il y aurait de velléité d'aller dans le sens de changer la Constitution, mais au regard des mécanismes mis sur pied, personne n'arriverait à changer la Constitution ou à développer les réflexes de changer la Constitution. D'autant plus que l'organisation politique ou les régimes politiques tels que initiés, tels que prévus dans la Constitution, eh bien, il y avait un mécanisme de verrou. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation politique à telle enseigne que le pouvoir devait arrêter le pouvoir. Chacune des institutions devait jouer le rôle de garde-fou pour qu'il n'y ait pas de déviationnisme.
La Constitution a prévu ces mécanismes. C'est-à-dire que la Constitution a créé un juge pénal d'un président de la République. La Constitution a voulu assez que aucune loi ne puisse passer ou ne puisse être imposée à la population si on ne veillait pas sur la constitutionnalité de cette loi. Et la Constitution a créé le Parlement justement parce qu'on n'a pas voulu assez que les initiatives du président puissent passer directement sans passer nécessairement par le Parlement. Et pour la promulgation de lois, on a voulu assez que quand il y a une loi, ça doit passer par le président pour que celui-ci envoie à la Cour constitutionnelle pour voir la constitutionnalité et aller dans le sens de veiller à ce que les intérêts de la population soient préservés. Donc cette constitution a créé des verrous, a créé des limitations, a encadré le pouvoir pour ne pas se verser dans la boulimie. Mais étant donné que ce contexte-là n'est plus d'actualité, parce qu'aujourd'hui, vous devez reconnaître que le Parlement aujourd'hui ne nous sert à rien. Le Parlement aujourd'hui se confond au Congrès de l'Union sacrée. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a perdu ses repères, a perdu toutes les références. La Cour constitutionnelle aujourd'hui est à la solde de ceux qui sont au pouvoir. Ce qui veut dire que, n'étant plus dans le contexte constitutionnel, ça permet à certaines personnes de développer les réflexes d'échanger la Constitution. C'est juste parce qu'ils ont tellement violé cette Constitution, ils ont tellement marché sur le principe de cette Constitution, et bien ils se donnent le luxe de la changer. La deuxième grande question que nous sommes en train d'aborder, c'est par qui? Qui peut initier le changement de la Constitution? Parce que si le président de la République initie le changement de la Constitution, il viole la Constitution. Si le Parlement initie le changement de la Constitution, il viole la Constitution. Si le gouvernement initie le changement de la Constitution, il viole la Constitution. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas initier le changement de la Constitution sans violer la Constitution. Et ce qui est aussi vrai, c'est que le débat sur le changement de la Constitution n'est pas juridique. Le débat sur le changement de la Constitution n'est pas scientifique. Le débat sur le changement de la Constitution est éminemment politique. C'est-à-dire que les gens viennent défendre leur postulat. Les gens viennent défendre leur cause. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Parce que la Constitution n'a pas reconnu à une quelconque institution le droit de parler du changement. Alors, nous allons lire l'article 220. L'article 220, c'est un article ouvert, mais qui a verrouillé certaines dispositions. Ici, on ne parle pas en termes d'articles. L'article 220 n'a pas verrouillé les articles, mais l'article 220 a verrouillé certaines matières. Parce qu'il y a certaines matières qui se retrouvent dans plusieurs articles confondus. Vous prenez l'article 220, la forme républicaine de l'État. La forme républicaine de l'État, c'est-à-dire on ne peut pas basculer d'une république à une monarchie. La Constitution, dans ses dispositions, les dispositions de l'article 220, liste les choses à ne pas faire en termes de révision. La forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du président de la République,
L'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est-à-dire ici, nous trouvons les interdits. Et dans ces interdits, on interdit de faire de la République démocratique du Congo le royaume de Mupompa. C'est interdit. Ça doit rester une république. On dit le principe universel, c'est-à-dire que pour accéder à certaines fonctions politiques, qu'il faille impérativement être élu. C'est-à-dire le seul mode de dévolution du pouvoir pour ces fonctions-là, ce sont les élections. La Constitution fixe ces principes. La Constitution dit la forme représentative du gouvernement. Comme vous le savez, le Congo, en tant que nation, est une mosaïque. On ne peut pas ne pas tenir compte de ces sensibilités. Alors, comme l'État congolais est configuré par 26 provinces, ici, le constituant voulait assez que, à chaque fois que l'on mettrait en place le gouvernement, que l'on tienne compte de cette réalité-là sociologique. Et pour faciliter la tâche, dans la pratique, on parle de provinces. Ce qui veut dire que toutes les provinces doivent être représentées. Tellement au niveau du gouvernement, même au niveau du commandement de l'armée, il y a des lois qui le disent. Au niveau de la Cour constitutionnelle, on en parle, on doit tenir compte de cette représentativité. Le nombre et la durée de mandat du président de la République. Ici, on insiste sur le président de la République. Alors que le président de la République n'est pas le seul à être élu. Et vous allez vous rendre compte, même les députés sont élus pour 5 ans. Même les sénateurs sont élus pour 5 ans. Même les gouverneurs sont élus pour 5 ans. Les provinciaux sont élus pour 5 ans. C'est-à-dire que les 5 ans-là, à chaque niveau, il y a possibilité de renouveler, mais le principe est de 5 ans. Et ici, la Constitution parle non seulement du mandat, mais la Constitution ajoute un autre élément, le nombre de mandats et la durée. C'est-à-dire, pour le président de la République, il peut faire 5 ans. S'il arrive à convaincre la population, cette population peut lui renouveler la confiance en lui ajoutant encore 5 ans. C'est-à-dire que pour le constituant, 5 ans sont amplement suffisants pour que quelqu'un arrive à imprimer sa politique. S'il arrive à convaincre la population, c'est cette population qui va lui ajouter, qui va proroger sa présence au niveau de l'institution en lui ajoutant les 5 ans. Il fera au total 10 ans. Alors que si on choisit 7 ans, la personne peut aussi faire 7 ans sans nécessairement être reconduite. Mais ici, il s'agit de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a éventualité de faire 10 ans. Mais pour faire 10 ans, il faille impérativement convaincre le souverain primaire. C'est-à-dire que c'est un mécanisme que le constituant a prévu pour pousser les gens à bien travailler. Si vous travaillez bien, la population peut vous renouveler sa confiance. Parce qu'on ne doit pas laisser un incompétent faire 14 ans sans poser la question au souverain primaire s'il veut le laisser continuer ou pas. Donc, la durée et le nombre de mandats sont des dispositions à ne pas y toucher. Un autre élément essentiel, l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a pour mission de veiller sur les droits et libertés individuelles et même collectifs. Ça,
c'est quelque chose que l'on ne peut pas changer. On ne peut pas assujettir la justice. On ne peut pas l'inféoder. Il faudrait que la justice soit indépendante. Voilà pourquoi vous voyez, si vous regardez l'article 150, on insiste sur ces principes-là. L'indépendance de la justice. Dans leur travail, les juges ne sont soumis qu'à la loi. Les juges n'ont d'autorité que la loi. C'est justement parce que le constituant savait que les juges peuvent aussi être influencés par le pouvoir exécutif ou législatif. Et pour protéger l'équilibre de la société, qu'il faille que cette justice soit indépendante. Le pluralisme politique et syndical. On ne veut pas qu'il y ait un parti État. On ne veut pas qu'il y ait un syndicat d'État. Il faudrait que les gens aient la latitude, la possibilité de s'organiser, soit en parti politique, soit en syndicat, qui du reste sont des groupes de pression, justement pour faire valoir ce qu'ils pensent, au lieu d'orienter le raisonnement des gens, d'en faire une pensée unique. Et c'est là ressort justement de droits individuels. On dit ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Ce qui doit nous intéresser plus, c'est le deuxième alinéa. C'est là où la Constitution, le Constituant a renforcé davantage l'esprit du premier alinéa. Il est dit ceci. Est formellement interdite. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit et libertés de la personne. C'est strictement interdit, cette révision-là. Vous ne pouvez pas réduire le droit et libertés de la personne. Ou de réduire les prérogatives de provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire là, les provinces gardent leur autonomie, elles gardent leur pouvoir, leurs compétences, les entités territoriales également. Si vous voulez réviser ces dispositions-là, eh bien, sachez-les que vous êtes en violation de la Constitution. Alors, comment peut-on initier les changements de la Constitution dans le cas de notre pays? Comment? Ça, c'est la troisième question. Comment procéder pour changer la Constitution? Nos amis doivent nous aider à comprendre cela. Parce que, dans le cas de la révision, si vous initiez la révision constitutionnelle, c'est sous forme d'une loi. La loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Si l'initiative vient du gouvernement ou du président de la République ou de la population par pétition de 100 000 signatures, tout est versé au niveau du Parlement. Le Parlement en a compétence. Et le Parlement doit veiller sur la pertinence et l'opportunité. On va aligner dans les matières à traiter pendant une session, soit ordinaire ou extraordinaire, ça dépendra des cas. On en débat. Et après, on adopte la loi. C'est-à-dire soit le projet ou la proposition de loi. Après, on prend cette loi, on renvoie au niveau de l'institution président pour promulgation. Pour que le président de la République arrive à promulguer, il prend cette loi, il l'envoie au niveau de la Cour constitutionnelle
pour voir si cela est conforme à la Constitution. C'est-à-dire là, vous comprenez qu'il y a des verrous. Aucune loi ne peut être imposable aux gens tant que cela n'est pas passé par la Constitution et tant que n'est pas passé par la Cour constitutionnelle et tant que la Cour constitutionnelle n'a pas garanti sur la constitutionnalité de cette loi ou la constitutionnalité de cet acte. C'est ce qui est imposable. C'est-à-dire que si on veut initier la révision de la Constitution, même si vous acceptez au niveau du Parlement, même si l'idée venait du président de la République, de 10 000, de 100 000 signatures du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, même si vous adoptez après débat, même si vous envoyez au président de la République, pour que cette réforme constitutionnelle puisse passer, on doit veiller sur la conformité de cette loi-là à la Constitution. C'est-à-dire que, vous comprenez, que ce soit les institutions en place, que ce soit les institutions politiques, que ce soit l'institution apolitique qui est la Cour constitutionnelle, dans leur manière de fonctionner, au regard de leur passerelle de collaboration, aucun texte ne peut être imposé sans respecter cette procédure-là. Parce que si vous ne respectez pas cette procédure, naturellement, vous violez la Constitution. Alors, nos amis commencent déjà à faire des propositions de loi sur les référendums, la loi référendaire. Cette loi-là est exigée par la Constitution. La Constitution exige à ce qu'il y ait cette loi. Elle est nécessaire. Mais cette loi ne peut statuer que sur le matière référendaire. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, quelqu'un qui fait une proposition de loi portant la loi organique sur le référendum, cette loi-là est soumise à la Constitution. Après l'avoir déposée, le Parlement peut décider de son alignement pour traitement. Le Parlement peut parler de tout. Après, ça doit être envoyé au président de la République pour promulgation. Avant de promulguer, le président de la République doit envoyer cette dite loi au niveau de la Cour constitutionnelle pour constater, voir si elle est conforme à la Constitution. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle est obligée de voir si la proposition de cette loi est conforme à la Constitution. Et si la loi n'est pas conforme à la Constitution, ça ne passe pas. Même si ça passait, il y a éventualité d'attaquer l'inconstitutionnalité de cette loi. Parce que ça ne peut pas s'appliquer dès lors qu'il n'y a pas conformité à la Constitution. Non, voilà, je propose dans la loi que l'on puisse changer de constitution. Mais tant que cette proposition de la loi n'est pas conforme à la Constitution ne permettra pas que cela passe. Parce que celui qui fait passer une loi inconstitutionnelle et anticonstitutionnelle viole la loi, la Constitution. En réalité, cette personne peut être attaquée. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, les débats qu'on nous lance sur le changement référendaire ne pourront rien apporter. Parce que déjà, nous savons que la Constitution actuelle s'autoprotège. Cette Constitution ne permet pas, n'est-ce pas, ne permet pas à quiconque d'initier une démarche allant dans le sens de marcher sur son esprit et sa lettre.
Non, il n'y a pas de procédure. En tout cas, je ne vois pas comment on peut changer une constitution sans renverser l'ordre constitutionnel en cours. Voilà pourquoi nous disons, la seule voie de changer une constitution en cours, c'est de renverser l'ordre constitutionnel. Or, si vous renversez l'ordre constitutionnel, la constitution tombera avec toutes ses institutions et même sa légitimité et sa légalité de toutes les institutions. Nous ne voulons plus de cette constitution. Ah, ok, le président de la République tombe, le Parlement tombe, le gouvernement tombe, le cours des tribunaux tombe, les institutions provinciales tombent, les institutions d'appui à la démocratie tombent, l'organisation politique et l'organisation de l'armée aujourd'hui tombe, l'organisation de la police tombe, l'organisation de l'administration tombe, parce que toutes ces organisations sont greffées à la Constitution par leurs lois organiques ou leur règlement intérieur. Parce que pour que l'Assemblée nationale fonctionne, nous avons dit qu'il faille avoir un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur doit être conforme à la Constitution. L'institution président est tirée de la Constitution. Son fonctionnement est tiré de la Constitution. Ses compétences ou ses attributions sont tirées de la Constitution. De la même manière, le Parlement et ainsi de suite. Si on met en cause la Constitution, eh bien, il n'y aura plus de soubassement. En ces moments-là, on rentre maintenant dans la jungle. Parce que les militaires nous obéissent, on vous impose notre volonté. Les gens doivent comprendre que le changement de la Constitution n'est pas juridique. Le changement de la Constitution n'est pas scientifique. Le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel. Le changement de la Constitution est éminemment politique. Donc, il faut qu'il y ait une révolution pour justifier le changement de la Constitution. Si le constituant avait prévu une quelconque disposition donnant le pouvoir aux législateurs ou au Parlement de changer la Constitution, ça serait possible. Comme la Constitution n'a pas voulu proposer ou prévoir l'éventualité de changer la Constitution, eh bien, sachez-le très bien que tout celui qui cherchera à changer la Constitution va fragiliser à coup sûr toutes les institutions. Toutes les institutions seront fragilisées. Comment voulez-vous que la CNI, qui est une institution d'appui à la démocratie, puisse arriver à convoquer les référendums pour statuer sur le rejet d'une constitution qu'il a créée? La CNI est créée par cette constitution. Et les gens s'emballent dans la confusion, disant non, voilà, mais comment sommes-nous arrivés à avoir cette constitution? Mais justement parce que le constituant était plus malin que vous. Le constituant était plus malin que vous. Le constituant n'a pas commencé par donner la constitution. Le constituant a commencé d'abord à donner une constitution de transition. C'est-à-dire qu'on a chambardé l'ordre constitutionnel en 1997. Nous sommes entrés dans un flou artistique et on a proposé la constitution de la transition grâce à l'accord global et inclusif. Et dans la constitution de 2003, si vous regardez dans ces dispositions transitoires, on avait prévu l'avènement d'une autre constitution.
Et si vous lisez même les dispositions transitoires de cette constitution, quand elle est entrée en vigueur, on a aussi énoncé ces principes-là. Mais on n'a pas dit qu'il y avait éventualité d'organiser les référendums pour le changement de la Constitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut vous donner une démarche logique, une démarche fondée sur les théories scientifiques, une démarche fondée sur les dispositions de la Constitution. Il n'y en a pas. Détrompez-vous. Personne ne peut vous schématiser la démarche du changement de la Constitution. Sauf politique. En tout cas, je peux défier quiconque. Personne, la procédure à suivre pour changer une constitution. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si on donnait la loi sur le référendum, même si on faisait tout ce que l'on peut faire, dans cette constitution, on ne peut pas sous-tendre l'action du changement de la constitution sans l'abroger. Il n'y en a pas. Comment allez-vous procéder? Comment allez-vous procéder pour changer la Constitution? Comment allez-vous procéder? Il n'y a pas de procédé. Même si on invitait toute la classe politique pour se mettre autour d'une table, tant que Félix Tshisekedi sera président, tant que cette majorité prétendra être majoritaire, tant que le cours et tribunaux vont se fonder sur cette constitution, eh bien, il n'y aura pas moyen de la changer. La seule voie qui peut justifier les changements de la constitution, c'est les renversements de l'ordre constitutionnel. C'est les renversements de l'ordre constitutionnel. Il faudrait que Félix Tshisekedi tombe. Il faudrait que ces parlements tombent. Il faudrait que le cours des tribunaux tombe pour justifier les changements de la Constitution. Je défie quiconque. Personne ne peut nous donner la procédure pour changer la Constitution. Personne. J'ai dit bien personne ne peut justifier le changement de la Constitution grâce à cette Constitution. Personne. Même ceux qui prétendent être des éminents constitutionnalistes. Je vous ai dit ici, le changement de la Constitution n'est pas une démarche scientifique. C'est une démarche essentiellement, exclusivement politique. C'est une démarche politique. Il n'y a pas de soubassement constitutionnel. Il n'y a pas de théorie. Vous allez procéder comment? Vous allez procéder comment? On vous a posé la question, les questions suivantes. Le pourquoi, en tout cas, je demande à tous ceux qui aiment la réflexion, les amis de la science, de la sagesse, posez-leur ces trois questions-là. Le pourquoi, le par qui et le comment. Qui va prendre l'initiative de changer la Constitution? Qui va prendre l'initiative de changer la Constitution? Parce que si vous amenez, j'ai vu un jeune là qui s'est fait dans la confusion. Non, j'ai initié une pétition justement pour réviser certaines dispositions. Nous sommes en train de récolter les signatures. Mais bon Dieu, mais si vous voulez utiliser les dispositions de l'article 218, donc vous êtes dans la démarche de la révision. Vous êtes dans la démarche de la révision. Si vous voulez vous appuyer à l'article 5 pour organiser le référendum, vous êtes dans la Constitution et il s'agit là de la révision. Vous ne pouvez pas faire référence à une disposition de la Constitution pour la changer. C'est irrationnel. C'est vraiment irrationnel.
C'est irrationnel. La Constitution n'a donné à personne le droit de la changer. À personne. La Constitution n'a donné aucune raison pour la changer. La Constitution n'a jamais donné le procédé pour la changer. Ceux qui veulent la changer font preuve du banditisme d'État. On ne peut pas changer la Constitution. Sauf si vous allez dans le réflexe politique. Politiquement, oui, c'est possible. Il faut renverser l'ordre constitutionnel, justifier l'absence d'une constitution, prévoir des textes qui vont régir la période de soudure ou la transition. Dans ces textes-là, vous prévoyez l'avènement d'une nouvelle constitution. C'est à ces moments-là, le peuple en tant que souverain pourra éventuellement entériner votre démarche. Alors, essayez de vous imaginer quelqu'un qui prétend avoir obtenu 73,34%, quelqu'un qui prétend avoir la légitimité et la légalité nécessaires, quelqu'un qui prétend avoir un bilan largement positif, quelqu'un qui prétend vouloir aider la République, venir vous dire la Constitution a échoué, la Troisième République a échoué, je voudrais changer de Constitution. Mais bon Dieu, mais si la Troisième République a échoué, ce qui veut dire que c'est vous qui avez échoué. Parce que la Troisième République, elle est abstraite. Ce sont les institutions qui échouent. Si les institutions... Vous dites à la population que la Constitution aurait échoué et en même temps, vous voulez user de votre prétendu pouvoir tiré de la Constitution pour poser des actes. Non mais attendez, soyons sérieux. Qui a échoué en réalité? Est-ce la Troisième République ou les institutions? Sinon les animateurs des institutions. Qui a échoué? Alors, si c'est vous qui avez échoué, qui peut prendre les risques de vous soutenir? Je voulais quand même, avant de clôturer ou de conclure, je voudrais quand même nous lancer dans une réflexion simple. Le débat sur le changement de la Constitution ne peut être intéressant que si il y a de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors que les débats sur la conception ou l'élaboration de la Constitution actuelle, la Constitution en cours, étaient centrés essentiellement sur les tendances politiques. Vous avez d'un côté l'institution, la composante gouvernement avec Kabila. Vous avez de l'autre côté la composante MLC avec Bemba, la composante RCD avec Moïse Azarès Roubewa. Vous avez de l'autre côté la composante opposition non armée avec Zaïdi Ngoma. Vous avez de l'autre côté la composante société civile avec Bahati Lukobo et consorts. Vous avez de l'autre côté la composante RCD KML avec Roger Lumba, avec Mboussa Nyamwisi. Vous avez le RCDN avec Roger Lumbala. Vous avez le M23, le Mai Mai avec tous ces gens-là, c'est-à-dire le Willy Bakunga, vous prenez Michi qui est consort. Et dans les débats, c'était le débat de qualité pour faire valoir leur programme ou leur projet de société. C'était un débat essentiellement sur la pertinence des dispositions constitutionnelles. C'est-à-dire que tous avaient l'intention de changer, de donner la Constitution.
Ils ont proposé le Bosch. Et le débat était centré sur la formulation, sur la pertinence de ce qui a été proposé. Et tout le monde, en tout cas, ils étaient tous unanimes sur la qualité du texte. Ils ont veillé sur la qualité du texte. Et pour y arriver, toutes les composantes ont eu à recruter le meilleur d'entre leurs membres et les ont envoyés dans cette... Chacune des composantes avait sélectionné